Alors, je vous mets le diaporama, mais du coup, je ne vois plus avec VisioAgent le chat. Donc, je ferai des petits allers-retours réguliers. N'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous voulez m'interpeller sur ce que je suis en train de vous raconter. Alors déjà, pourquoi problématiser? Écoutez, je pense que en tant que prof de sciences, vous avez dû avoir la même réflexion que moi, parce qu'on a surtout des profs de sciences, même si vous verrez que je pense que ça ne nous concerne pas seulement. En tout cas, pour moi, se poser des questions, en fait, c'est un excellent levier d'apprentissage, puisque ça utilise la motivation intrinsèque des élèves. Vous savez, ça va jouer sur cette envie de découvrir, de savoir, qui anime en fait chaque enfant. Même si nous, surtout profs en collège, on a l'impression que nos élèves sont un peu blasés, ils ont tous ce truc-là cette soif d'apprentissage. C'est ça aussi qui pousse l'enfant dans ses premiers âges à se mettre debout pour commencer à marcher. Hein. Il y a cette soif de progrès comme ça qui existe chez tout le monde. Mais ça va marcher que si on a une vraie situation problème, sur un sujet qui plaît, qui va engager, qui va faire réfléchir, et surtout, ça correspond à quelque chose que l'élève se pose, enfin l'enfant, l'élève, se pose vraiment comme question. Il faut que ce soit engageant. Mais au-delà de cette partie-là, hein, qui paraît, j'allais dire, un peu évidente, pour moi, problématiser, c'est aussi donner du sens aux apprentissages, puisque l'élève va savoir ce qu'on cherche, pourquoi on cherche, et ça donne du sens au travail accompli en classe. Mais au-delà, et c'est très important, va développer l'esprit critique de nos élèves, et ils vont pas se contenter en fait de ce qu'ils croient savoir, mais ils vont essayer d'aller chercher des réponses qui vont être vérifiées, qui vont être questionnées, parfois même expérimentées, confrontées aussi avec d'autres écrits et d'autres réflexions. Et en fait, c'est totalement dans l'idée d'avoir une démarche scientifique. Donc c'est vraiment au cœur je pense, de notre métier en tant que prof de sciences, puisqu'on est majoritairement des profs de sciences aujourd'hui. Mais d'après Dominique Buston, ça concerne toutes les disciplines, puisque elle, Dominique Buston, donc c'est elle fait de la recherche en termes d'éducation. Elle a beaucoup travaillé sur le langage, professeure émérite des universités, et directrice d'un labo de recherche. Enfin bon, voilà, elle a beaucoup travaillé. Elle était enseignante avant. Et en fait, elle croit vraiment dans la problématisation, quelle que soit la discipline. Elle était professeure de français. Et pour elle, vraiment, c'est un levier d'apprentissage que tous les enseignants devraient avoir. Donc, au-delà de la question de la démarche scientifique proprement que l'on a à enseigner dans nos disciplines, pour elle, c'est vraiment un moteur d'apprentissage pour tous les enfants. Et on en a beaucoup parlé, puisque du coup, elle accompagne mon établissement, et c'était l'occasion d'échanger avec elle sur ces questions-là. Et je pense que ça résout beaucoup des problématiques qu'on a avec les élèves qui sont un peu désengagés des apprentissages. Alors, je vais faire un petit retour vers le chat pour voir si je vois des questions. Ah, bonjour Élise. Élise, quand on s'est croisés au muséum, effectivement, j'étais avec mes enfants au muséum et on s'est croisés. Toujours sympa de croiser des collègues quand on s'y attend pas d'ailleurs. Forcément. En même temps, dans un muséum d'histoire naturelle, rencontrer un collègue de sciences, ça pouvait avoir lieu. Qu'est-ce que ça induit, en fait, cette problématisation, hein, que vraiment Dominique Bucheton, elle met au cœur de ses marottes. Elle a vraiment le côté travailler les langages, faire lire, écrire, dire, penser les élèves. Mais il y a aussi travailler sous cette forme de problématisation pour l'enseignant. Donc, ce que ça induit, moi j'ai fait des liens avec les piliers d'apprentissage de Stanislas Dehaene, ceux qui me paraissaient évidents. Hein. Donc, vous savez, vous connaissez peut-être les 4 piliers d'apprentissage. Donc, le premier, c'est l'engagement actif. Bah, évidemment, quand l'élève il a problématisé, quand il est face à une situation de problème engageante, où il a envie de trouver une réponse à cette question qu'il se pose vraiment, bah, il y a une meilleure mise en activité. Hein. Quand il va arriver en classe, il va avoir envie de se mettre au boulot, il va sortir ses affaires. Mais on est dans le faire là, mais aussi en activité cognitive, c'est-à-dire qu'il va penser et il va mettre son cerveau en route, quoi. Comme dirait Serge Boimard, qui est
un autre enseignant qui nous a accompagnés, qui dit souvent remettre en route la machine à penser. Et engager ces élèves-là qui sont parfois très très loin des apprentissages, qui peuvent passer une heure, une journée entière sans qu'il se passe rien, quoi. Ça doit être vraiment très long pour ces élèves-là d'être en classe sans cette envie de s'engager. Le deuxième pilier, c'est l'attention. Bah forcément, si l'élève il a un intérêt qui porte sur cette question-là, ben, il va avoir une attention soutenue, plus longtemps, de meilleure qualité. Donc ça, c'est évident que quand on est intéressé par un sujet, on y porte plus d'attention. Le feedback, c'est le quatrième engagement. Alors moi, je l'ai fait en anglais, mais je ne sais plus comment c'est en français d'ailleurs. Le retour sur erreur, ça doit être ça. Il va y avoir, avec la problématisation, hein, j'englobe, c'est pour ça que j'ai pas mis que situation problème, j'ai vraiment mis problématisation, parce qu'il va y avoir une confrontation de ce que l'élève pense au départ et confronter cette idée-là préconçue avec un écrit du savoir ou avec des écrits intermédiaires que l'élève aurait pu formuler. Donc il va y avoir un retour sur est-ce que ce que j'imaginais c'est la bonne solution, est-ce que j'avais bien compris, est-ce que je l'ai bien formulé, est-ce qu'il y a des choses qui me manquaient dans mon analyse. Voilà. Ce côté feedback-là me semble intéressant par rapport à la confrontation de ce qu'on pensait en solution à notre problème et de ce qu'on va trouver réellement. Et puis en termes de consolidation, hein, dans les piliers d'apprentissage, je suis moins affirmative sur ce point-là parce que je ne l'ai pas vérifié de façon, j'allais dire scientifique, c'est-à-dire que je n'ai pas cherché à recueillir des données pour évaluer celui-ci. Je l'ai fait pour le jeu, mais je ne l'ai pas fait pour la problématisation, mais ça me semble améliorer la mémorisation, puisque en fait, comme les élèves vont déconstruire en fait leur représentation initiale, ils vont en fait, ils vont pas rajouter une couche de connaissances, mais ils vont transformer la connaissance initiale. Et pour moi, ça va favoriser la mémorisation, étant donné qu'on va renforcer les bonnes connexions neuronales vers les bons apprentissages. Donc celui-ci, je le mets un peu entre guillemets parce que je n'ai pas pu l'évaluer, prendre le temps de vraiment me poser pour regarder mes élèves et voir si j'avais vraiment ces effets-là pour la situation problème. Alors, on ne voit pas le diaporama. Ah bon? Vous ne voyez pas le diaporama? Pourtant, c'est marqué, vous partagez désormais votre écran. Les autres personnes ne voient mon diaporama? Ah, si. Bon, parce que, écoute, mon diaporama, c'est bien marqué que le partage. Ah bon, d'accord. Alors, Elisabeth et Agnès, peut-être essayer de cliquer. Peut-être que vous êtes sur ma vidéo. C'est peut-être pour ça que vous ne voyez pas le diaporama. Alors, j'en étais où? Est-ce que le feedback est aussi de la métacognition? Pas vraiment. En fait, la métacognition, on est vraiment sur analyser les process utilisés, en fait, on analyse notre propre façon de penser. Alors que là, en fait, c'est simplement savoir si ce qu'on pense est juste ou faux. On n'est pas en train de se regarder en train de penser, on est juste en train de voir si ce qu'on pense est juste ou faux. Je ne sais pas si je suis assez claire. Pour moi, la métacognition, c'est plutôt dans l'analyse. Par exemple, auto-évaluer la confrontation entre ce que tu sais et ce que tu pensais savoir. Là, ça me semble être de la métacognition. Mais si tu es juste au stade de je corrige mes erreurs et mes fausses représentations, pour moi, on n'est pas dans la métacognition. Ok, et puis Elisabeth et Agnès, vous avez trouvé, c'est parfait. Alors, je continue. Donc, concrètement en classe, en fait, moi, j'ai toujours aimé problématiser avec mes élèves. Donc, avant 2016, quand avant 2020, on va dire, quand je fonctionnais de façon assez traditionnelle, évidemment, j'avais une forte problématisation en classe, parce que j'ai toujours aimé faire cette problématisation, mais je le faisais de façon un peu plus classique, comme j'avais appris à l'IUFM, c'est-à-dire que je mettais un document d'appel
et à l'oral, on construisait la problématique ensemble. Donc, à main levée, on recueillait les représentations des élèves et moi, je formulais le problème tel que je l'avais imaginé. On l'écrivait ensemble au tableau et voilà, on avait fait la problématisation. Ça a duré 4-5 minutes à partir du document d'appel et on avait notre problème. C'était pas complètement à côté de la plaque, mais clairement, c'était pas suffisant. D'abord parce que je peux pas me contenter d'avoir 3-4 élèves qui ont participé à la problématisation. Et en plus parce que en fait le problème c'est moi qui l'avais formulé et je faisais difficilement le lien entre ce que mes élèves savaient déjà, ce que mes élèves eux s'étaient posé comme question. Voilà, c'était assez réducteur. Ça marchait bien en cours dialogué avec les élèves qui sont bah, vous les voyez bien vous aussi, hein, ces élèves-là qui sont très à l'aise sur le cours dialogué. Mais c'était pas ceux-là en fait que j'avais envie de toucher avec ma problématisation, parce que ces élèves-là, ils n'ont pas besoin de problématiser pour s'engager dans les apprentissages. On leur vendrait un truc très inintéressant, ils le feraient quand même. Ceux que j'avais besoin d'engager, c'était les autres, en fait, ceux qui ne disent rien, ceux qui regardent par la fenêtre et qui se demandent dans combien de temps ça sonne, c'est ceux-là que j'avais besoin d'engager. Donc, quand je suis passée en fonctionnement en classe autonome, ça a fait partie de mes premiers critères pour imaginer le fonctionnement de ma classe. Et là, je vous ai mis la capture d'écran d'un document que j'ai fait qui s'appelle Apprendre autrement et qui permettait de montrer un peu la démarche qui m'avait amené à passer en plan de travail. Et en fait, dans les besoins que j'avais, vous voyez, j'avais déjà écrit garder une problématisation par l'élève. Pour moi, c'était super important. Et je m'étais dit, si les élèves sont en autonomie, comment je vais faire pour garder une problématisation qu'on pourra travailler ensemble, en commun, si les élèves sont en autonomie, en fait. Donc, la solution que j'avais trouvée, c'était de commencer toujours tous mes plans de travail par un temps en classe entière, où les élèves ne sont pas en autonomie, dans le sens où on fait tous la même chose au même moment et on va pouvoir en discuter une fois que les élèves auront réalisé cette tâche. Ce sont des séances que j'ai plusieurs fois dans le plan de travail. C'est-à-dire que moi, je suis tout le temps en plan de travail dans le sens où mes élèves ont ce document-là et je sais pas comment vous expliquer, sont au courant à l'avance des tâches qu'ils vont effectuer. Mais à l'intérieur de mon plan de travail, j'ai des séances en autonomie et des séances qu'on va faire ensemble en classe entière. Ils peuvent être des jeux, des activités, des expériences, voilà. Et tous mes plans de travail donc commencent par une phase de problématisation. Ce que j'ai trouvé intéressant en passant en plan de travail par rapport à avant, c'est que du coup, j'ai changé mon fonctionnement. Comme mes élèves sont habitués maintenant à lire les consignes et à commencer à rédiger directement dans leur cahier, ils n'attendent pas en fait qu'il y ait un échange en classe entière, puisque dans les séances en autonomie, il n'y en a pas. Eh bien, j'ai gagné en implication de mes élèves. C'est-à-dire que j'ai 100% d'élèves qui ont formulé au moins un problème dans leur cahier à partir du moment où on met en commun au tableau. Donc, je passe beaucoup plus de temps sur cette phase de problématisation et j'en passe d'autant plus qu'après, je vais devoir, je vais plus avoir ce temps-là au début de chaque activité pour rappeler le problème sur lequel on va travailler. Donc, moi, je fais une problématisation qui concerne l'ensemble de ma séquence et non pas en prévision d'une activité ou d'une séance. Donc, je vous montre comment ça se passe. Donc d'abord, je commence par donner un document aux élèves qui peut être différentes façons. Ce matin, peut-être que vous l'avez croisé, je vous ai mis un extrait d'une vidéo que je mets en tout début d'année pour lancer la scénarisation de l'année. Ben, ça peut être un format vidéo, ça peut être un audio, ça peut être un article de presse, un tweet, j'ai déjà utilisé un tweet, une production de l'établissement. J'ai déjà utilisé par exemple une affiche qu'on avait fait à l'issue du concours Ma Petite Planète, un graphique, une image, voilà, un document, un texte, voilà, un document d'appel. Un peu comme ce qu'on fait quand on fonctionne de façon plus classique. La différence, c'est que moi, ce document d'appel, il faut que je le travaille très longuement, puisque mon objectif, c'est que ce document d'appel permette de faire ressortir tous les problèmes que je vais évoquer dans mon chapitre. Ou ces documents, parce que parfois, j'ai une activité avec plusieurs petits documents, mais il va falloir que ça brasse l'ensemble des notions que je vais voir dans mon chapitre.
Donc ensuite, pendant 10 minutes, donc les élèves, ils ont la petite fiche, hein, et pendant 10 minutes, bon, ils lisent le document et ils vont poser des questions, plutôt formuler des problèmes, hein. J'ai écrit poser des questions, mais on en parlait en plus sur le groupe. J'aurais plutôt dire formuler des problèmes. Petit clin d'œil du coup à la collègue avec qui on a discuté de son activité à manipuler autour de la méthodologie de la démarche scientifique. Ils vont écrire dans leur cahier les problèmes qui se posent. On rappelle bien, donc un problème par rapport à une question, c'est pour ça que ça m'étonne que j'ai écrit se poser des questions. C'est bien quelque chose, c'est bien une phrase sous format interrogatif dont la réponse n'est pas quelque chose de simple. C'est-à-dire qu'à un problème, on n'y répond pas par oui, par non, par une couleur, par une date. Je leur explique bien que voilà, il va falloir qu'on aille chercher des éléments de réponse pour répondre à ce problème. Une fois que chacun de mes élèves a formulé un ou plusieurs problèmes, on va prendre un temps pour mettre en commun. Donc là, les élèves, donc moi, pendant ce temps individuel, moi, je circule, je regarde ce qu'ils ont écrit, je fais parfois creuser un petit peu certains problèmes quand je sens que ça va dans une direction qui m'intéresse. Et parfois, ils ont le droit toujours de travailler à plusieurs, hein, donc parfois, volontairement, je les confronte en disant tiens, toi, tu as été dans cette direction, toi, tu as été là. Est-ce qu'il y a des choses qui se recoupent ou pas dans les questions, les problèmes que vous posez? Et puis ensuite, on met en commun. Donc, les élèves lèvent la main, hein, et puis ils lisent du coup le problème qu'ils ont écrit dans leur cahier. C'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir des élèves qui vont lever la main pour proposer leur problème que quand je le faisais avant, dans un temps de cours dialogué où je laissais moins de temps à chacun des élèves pour s'approprier. On ne peut pas imaginer en cours dialogué passer 10 minutes pour laisser aux élèves le temps de réfléchir avant de donner leur réponse. Ou alors, ça passe par un petit temps en autonomie, donc un temps de recherche qui va correspondre un peu plus à ce fonctionnement-là. Et puis ensuite, une fois que mes élèves ont formulé les problèmes, là, j'ai un temps, et là, je vais faire un petit clin d'œil à Dominique Bucheton pour poser des éléments langagiers. C'est-à-dire qu'eux, ils m'ont formulé les problèmes avec leurs mots à eux d'élèves. Et moi, la difficulté que je vais avoir, ça va être de transformer ces questions-là, ces problèmes, vers les problèmes que moi j'ai formulés dans le plan de travail. Et je vais devoir associer des mots de vocabulaire qui sont des outils langagiers spécifiques à notre discipline et aux notions qu'on va faire. Je vous donne un exemple. Et là, je vais faire le lien avec mon inspectrice. Le jour où j'ai eu mon inspection, je travaillais sur mon chapitre sur l'énergie. Et là, je travaillais sur la conversion de l'énergie. Évidemment, mes élèves, quand ils avaient formulé des problèmes, ils n'avaient pas utilisé le mot conversion d'énergie. Ils avaient, en fait, je vais vous montrer la situation problème que j'utilise, comme ça vous allez bien comprendre ce que je vous explique. Alors, attendez, il faut que j'arrête mon partage et que je partage à nouveau sur fenêtre, ici. Ça, vous allez bien comprendre ce que je veux vous dire. Donc l'activité, donc le chapitre s'appelle énergie indispensable au quotidien, et donc cette phase de problématisation, c'est ça. Vous savez, moi mes élèves sont sur une île déserte, c'est des Robinson toute l'année. Bon, ceux qui savent pas trop comment je fonctionne, bon voilà, imaginez-vous qu'on a un projet à l'année où mes élèves sont sur une île déserte, et c'est ça qui va faire ma programmation annuelle. Et donc à chaque fois on fait référence à sur notre île, voilà. Donc là, si tu veux survivre sur ton île, tu sais qu'avoir du feu serait un vrai plus, que ce soit pour faire bouillir l'eau et la rendre potable, ou pour cuire tes aliments, mais aussi pour te maintenir au chaud. Tu décides donc de te lancer dans l'allumage d'un feu. Tu dois t'y mettre tout de suite, car dans quelques jours, tu risques de manquer d'énergie si tu ne manges pas à ta faim. Tu connais plusieurs techniques sans trop comprendre comment il est possible d'allumer un feu avec simplement des bouts de bois qu'on tourne. Tu essaieras aussi probablement la technique de la loupe, car tu as gardé ta paire de lunettes dans ta poche. Tu te rends compte à quel point l'énergie est présente en permanence dans ton quotidien, loin de ton île. Et donc voilà l'image qu'ils ont avec ça. Et donc les questions qui se posent, c'est comment on peut réussir à allumer un feu en frottant des bouts de bois là, ça les intrigue. Ils se demandent aussi comment ça marche pour faire du feu avec une loupe. Ils se demandent comment on va faire pour trouver à manger, pour avoir assez d'énergie par rapport à ce qu'il nous faudrait pour fonctionner et par rapport à la nourriture qu'on a trouvée.
Ils se demandent comment on fait une fois qu'on va avoir fait une braise pour alimenter notre feu. Est-ce qu'on va réussir, enfin, comment on va faire pour trouver du bois suffisamment sec, voilà. Et combien de temps il faut tourner, comment ça se passe, voilà. Voilà toutes les questions qui se posent par rapport à cette situation. Et donc, évidemment, ils n'ont pas du tout évoqué la question de la conversion d'énergie. C'est pas un mot qu'ils ont formulé. Et donc, quand j'ai commencé ma séance, pendant laquelle ce que je voulais leur faire comprendre, c'est que lors de la fabrication du feu, là, avec le système d'Archer, là, il y a une conversion de l'énergie d'une forme à une autre. On a déjà travaillé avec eux sur la notion de forme. Et donc, au début de la séance, quand je lance ma séance, je fais du lien avec les problèmes qui sont formulés au départ. Mais je n'utilise pas au tout début de la séance, je n'utilise pas le mot conversion. Je leur demande de se rappeler. Vous vous rappelez, vous étiez demandé comment on pouvait faire du feu. Alors là, si on réfléchit en termes de forme, vous avez identifié les formes d'énergie, ok, une énergie de mouvement, et ensuite une énergie thermique. Et là, c'est moi qui vais placer le mot conversion de l'énergie. L'énergie, elle se transforme, on dit qu'elle est convertie. Et en fait, ça, c'est le travail que je fais en tout début de séquence, quand je fais cette problématisation-là. Je dois essayer de transformer ces mots-là d'élèves en mots du savoir. Alors parfois, je fais tout d'un coup, c'est-à-dire que je place tous les mots du savoir. Par exemple, un autre exemple, on est dans le chapitre que j'ai partagé récemment sur survivre dans un environnement qui change, où on va parler évolution. Bah, ça, c'est pas un mot que les élèves vont mettre dans leur problème, le mot évolution, le mot biodiversité. Vous voyez, c'est des mots que moi, je vais apporter en fait pour transformer un peu leurs problèmes dits avec des mots d'enfants en problèmes scientifiques. Ça me prend 5 minutes, parfois ça me prend plus, parfois ça me prend moins, ça dépend des chapitres. Et puis ensuite, on fait ce que l'on sait déjà ou pas. C'est-à-dire que les élèves, ils partent pas de rien. Ils n'arrivent pas dans votre classe tout neuf, tout beau, avec une page blanche. Et il y a des élèves qui savent beaucoup de choses. Il y a des élèves qui sont très curieux dans certains domaines et qui ont beaucoup de connaissances. Et donc, c'est bien de partir de ce qu'ils savent. Donc, en général, je leur donne encore une dizaine de minutes pour me faire un dessin, un petit texte, quelque chose sur ce qu'ils pensent, ce qu'ils savent, à partir des problèmes qu'on aura formulés ensemble. En réponse à ces problèmes-là. Ou parfois, je les guide un petit peu. Par exemple, il peut y avoir, donc là, si je reprends sur celui sur l'énergie, je vais vous dire ce que je sais déjà ou pas, les différentes formes d'énergie. Quelles sont les différentes formes d'énergie? Qu'est-ce que c'est que la conversion d'énergie? Quels sont les impacts de l'utilisation des différentes ressources en énergie sur l'environnement? Voilà, des choses comme ça que je peux leur donner comme guide. Mais en général, il n'y a pas besoin, puisque quand je leur dis, bah voilà, vous avez une dizaine de minutes pour noter tout ce que vous savez là sur ce qu'on est en train d'essayer de comprendre et de chercher là, bah, il y a des choses qui viennent spontanément, ils les écrivent. Et ça, c'est super important d'en prendre connaissance, c'est-à-dire que là, je passe, je repasse, j'essaie de regarder, et puis je leur donne la parole. Donc, je leur dis, alors, qui savait des choses? Par exemple, si on reprend notre problème sur là, le feu, là, comment est-ce que ça marche là, pour allumer le feu avec les bouts de bois? Quelqu'un a compris comment ça marche? Donc là, il commence à formuler des premiers mots, des premières explications. Et comme dirait Dominique Bucheton, en fait, c'est un écrit, là, c'est un écrit, mais aussi un oral, c'est un écrit intermédiaire. C'est-à-dire qu'ils vont commencer un premier écrit qui va être assez superficiel, sans vocabulaire particulier, sans justification, sans argument, sans fait scientifique établi. Mais petit à petit, vous voyez, cet écrit va évoluer au fur et à mesure du chapitre. Donc ça, c'est concrètement comment moi je m'y prends pour faire ça. Donc ça me prend en général toute la séance. C'est-à-dire que la séance commence par, en général, je rends les cahiers du chapitre précédent. Donc là, on a une dizaine de minutes pendant lesquelles les élèves vont faire le point sur leur cahier. Et ensuite, on commence le nouveau chapitre. Donc ça va me prendre tout le reste de l'heure pour faire cette... c'est assez rare que j'ai du temps après pour commencer des activités dans le chapitre. Autre chose concrètement en classe pour cette problématisation, c'est que à chaque séance de toute la séquence, je vais rappeler en début de séance quels sont les problèmes qu'on s'est posés. Que ce soit une séance en autonomie ou pas, ou une séance guidée, et je vais le faire avec les deux formulations, c'est-à-dire avec les mots des élèves, et aussi avec les mots que moi j'ai utilisés pour transformer un petit peu ces problèmes qu'ils ont posés avec leurs mots d'enfant. Comme ça, je continue à faire cette forme de tissage. D'ailleurs, il y avait aussi du tissage avec ce que les élèves savent déjà. Hein.
Tissage, c'est si vous n'êtes pas, aguerri avec ce mot tissage, hein, regardez Dominique Bucheton, gestes et postures professionnelles, ce qu'elle appelle le tissage. C'est très intéressant. Moi, ça m'a permis d'analyser encore plus mon travail. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, j'ai écrit un article qui s'appelle Concilier tissage et étayage et plan de travail, parce que je me suis rendu compte que je faisais plein de choses de ce que Dominique Bucheton avait théorisé, et je trouvais ça intéressant de faire le lien. Et puis, l'autre élément concret en classe, c'est que à la toute fin de la séquence, donc une fois qu'on a fait toutes les activités du plan de travail, voilà, on a tout fait. Je vais consacrer la dernière séance à rédiger la trace écrite qui servira de leçon. Alors, j'ai un petit peu évolué sur cette question-là, notamment grâce à l'accompagnement avec Madame Bucheton. Mais en tout cas, il y a un temps où les élèves vont écrire ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont compris dans le chapitre. Alors, seul, en groupe, il y a plusieurs variations. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je confronte ce qu'ils ont, eux, écrit avec ce que Dominique Bucheton appelle un écrit du savoir. C'est-à-dire un écrit rédigé par mes soins qui fait le point sur ce qu'il y a à retenir, à comprendre de la leçon. Et eux, ils vont devoir confronter ce qu'ils ont compris avec ce qu'il y a dans cet écrit du savoir, mais aussi avec ce qu'ils avaient écrit tout au début, au moment de la problématisation, sur ce qu'on sait déjà ou pas. Et c'est comme ça que je vais pouvoir déconstruire les représentations initiales, avancer sur cette nouvelle construction des notions. Et c'est pour ça que j'ai bien mis problématisation et pas juste situation-problème, parce que pour moi, ce retour sur ce qu'on pensait au départ, elle fait partie de la problématisation, puisqu'elle a comme objectif de répondre à notre problème. Et donc, c'est la fin de la boucle de l'apprentissage. Donc, il ne faut pas le négliger. Et puis, je voulais vous donner un exemple, mais après, j'en ai d'autres, mais voilà, un exemple. Donc, dans le chapitre que j'ai partagé sur le blog, là, juste cette semaine, on est donc dans un chapitre qui est dans le thème Explorer l'île. Hein, donc, mes élèves sur leur île déserte, ils avaient envie d'explorer, chercher de la nourriture, construire un radeau, trouver de l'eau. Et donc, dans le chapitre sur Explorer, je leur propose ce chapitre que j'ai appelé Survivre dans un environnement qui change. C'est un des chapitres pour lesquels j'ai une phase de problématisation importante pour me rattacher à mon histoire de mon île déserte, parce que j'ai trouvé un moyen de le raccrocher, mais dans ma tête et pas encore dans la leur. Donc il va falloir que je joue l'immersion. Et donc là, l'idée, c'est qu'ils vont trouver un fossile dans une colline de leur île. Donc tu décides d'explorer ton île et en t'enfonçant dans une grotte en haut de la colline principale, tu observes ceci dans la paroi. Heureusement que tu as parcouru un livre documentaire sur les dinosaures, car il te permet de reconnaître un fossile d'ichthyosaure, un dinosaure marin. Donc voilà, une image du fossile qu'ils auraient pu retrouver, et puis l'ichthyosaure reconstitué. D'ailleurs, maintenant, je vais pouvoir dire, heureusement que tu as été au Muséum d'histoire naturelle de Nantes, puisque tu as vu le fossile d'ichthyosaure. J'étais très contente de voir qu'ils en exposaient. Hein. Ça, maintenant, je vais changer un peu. Et donc, à partir de ça, ils formulent leurs problèmes. Donc ils disent tout ce qui leur passe par la tête. Donc évidemment, ce que j'ai envie qu'ils disent, c'est comment un dinosaure marin peut se retrouver en haut d'une colline. Comme ça me permet de travailler tout ce qui est reconstitution de paléo-environnement. Mais pas que. Parce qu'en fait, dès l'instant où on les lance comme ça dans la problématisation, eux, ils vont aller dans plein de directions. Et donc, ils vont me dire, est-ce que c'est vrai que les dinosaures ont disparu comment les dinosaures ont disparu? Comment est-ce qu'il est mort, celui-là comment est-ce qu'on fait pour reconnaître que c'est un fossile d'ichthyosaure comment ça se forme un fossile et en fait, c'est la phase où on va mettre en commun et où il va y avoir, vous voyez, ce raccrochement entre ce que eux vont formuler et là où je veux les emmener, il va être intéressant parce que quand ils vont me dire ah oui mais les dinosaures ils ont disparu, ben, je vais leur dire ah bon vous êtes sûr il n'y a plus aucun représentant des dinosaures qui existe actuellement. Et puis là j'ai toujours un élève qui me dit bah si les dinosaures maintenant c'est devenu des poules ou bien ça a donné des oiseaux et donc du coup on va parler évolution et on va formuler comme ça nos problèmes du chapitre qui vont s'articuler autour de comment la vie sur Terre a-t-elle évolué, a-t-elle changé globalement. Et puis, donc, on va retracer l'histoire de la vie sur Terre, on va essayer de reconstituer les paysages du passé. Et puis, l'autre, ça va être comment, à partir de l'observation des êtres vivants au microscope ou en regardant leur squelette, on va essayer de voir s'il y a des liens de parenté. Donc, du coup, ça me permet de faire tout mon travail sur la cellule.
Et ça répond à leurs questions. C'est-à-dire que c'est parce qu'eux, ils se sont posés plein de questions par rapport à ça en début de chapitre, qu'ils vont dire: «Ah oui, mais du coup maintenant je comprends, en fait on a tous des cellules, c'est pas un hasard», donc ça conforte cette idée que, les dinosaures, et ben ils ont des liens de parenté avec d'autres êtres vivants, et voilà. C'était pour vous donner un exemple concret, même si tout à l'heure du coup je vous ai donné celui sur l'énergie, sur cette problématisation. Alors, je viens de parler pendant 30 minutes, donc maintenant, je compte sur vous pour me partager tout ce que tout ce que vous avez en tête. Alors, Lisa, ce que l'on sait déjà correspond alors à l'étape hypothèse de la démarche. Alors, pas vraiment, parce que pour moi, alors, oui et non, je t'explique. Là, il y a des choses qui sont plus de l'ordre de l'hypothèse, puisque c'est des choses qu'ils ont travaillées en classe et qui savent que c'est vrai. Qu'ils ont déjà éprouvé. Ils ont déjà travaillé, par exemple, sur la formation des fossiles, ou bien ils savent que, ils ont travaillé sur, les ressources, durables. Donc il y a des choses qu'ils savent, ils sont plus de l'ordre de l'hypothèse. Mais en même temps, moi j'aime bien quand mes élèves formulent des hypothèses, de leur dire: «Allez-y, mettez-vous dans la posture du scientifique». Le scientifique, même il pense savoir, lui, ça lui suffit pas de dire: «Ah oui, si, c'est ça, je sais». Non, il le prouve. Donc allons-y, formulons des hypothèses et puis on va aller chercher les documents pour prouver si c'est vrai ou pas. Donc oui et non, oui et non. C'est vraiment ce que Dominique Bucheton, elle appelle le tissage, hein, vraiment avec ce que l'élève connaît déjà, son quotidien, que l'on sait déjà est pour moi de l'ordre de l'évaluation diagnostique. Oui, c'est une forme d'évaluation diagnostique, tout à fait. Et c'est là que, franchement, moi j'ai des sueurs froides. Parce que quand je vois ce qu'ils savent, ou surtout ce qu'ils ne savent pas, j'ai partagé la dernière fois une petite demande par rapport aux échanges placentaires. Bon, ben, dans ce chapitre-là, j'ai commencé par une problématisation, hein, c'était sur la puberté, voilà. Incroyable, incroyable. Ils me font, quand je leur demande d'essayer d'expliquer, bah, comment le bébé, heu, voilà, c'est un chapitre un peu différent parce que je problématise pas tout au début, parce que c'est un chapitre où on a, une expo qu'on va voir, il y a une intervention avec l'infirmière scolaire. Donc il est un peu hors, fonctionnement traditionnel. Mais quand, on finit par essayer de se comprendre comment le bébé dans le ventre va respirer et se nourrir, et ben, ils me font un tube, direct, œsophage qui se sépare en 2, poup, et puis il y a un tuyau direct qui arrive, à la bouche du bébé, hein, pour certains. Du bébé. Alors là aussi, vous voyez, tout à l'heure on parlait du vocabulaire, hein, donc ça c'est comme ça que mes élèves le formulent, et puis après, je leur dis: «Ben non, en fait, le bébé, vous savez, quand il est dans le ventre de sa mère, ça porte un nom, donc on travaille, on place le mot fœtus», enfin, vous voyez, on le travaille comme ça, mais je suis sûre que vous faites la même chose. Le tuyau vers l'estomac et les poumons. Voilà aussi, voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça que ce que l'on sait déjà, il est hyper important, parce que même si dans un plan de travail, les contenus des activités, vous les avez déjà décidés, rien n'empêche de modifier le contenu. C'est-à-dire qu'eux, hem, ils vont avoir, l'intitulé de l'activité, mais rien n'empêche de le creuser différemment en fonction de ce que vous allez avoir vu pendant cette phase de problématisation. C'est pour ça que, Laurence, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce qu'ils pensent savoir, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que ça s'appelle «Ce que je sais déjà, 3 petits points, ou pas». Parce que parfois, en fait, ils se rendent compte que, bah, ils pensaient le savoir et en fait, ils étaient à côté de la plaque. Et ils aiment bien cette expression «ou pas» parce que bon, voilà, ils l'utilisent parfois, même si ça devient moins c'est moins vrai qu'il y a 2-3 ans. Mais en tout cas, effectivement, cette phase-là, où ils vont avoir cet écrit-là, quand à la fin du chapitre, on va venir relire ce qu'on avait écrit, ils vont se dire: «Oh! Qu'est-ce que je pensais? Mais j'étais complètement à côté de la plaque», et notamment là sur les échanges placentaires. Quand quand ils ont eu compris que, bah, non, en fait, ça passait par le sang, les nutriments, l'oxygène, et qu'ensuite c'était apporté par le cordon ombilical, qu'il y avait le placenta entre les 2. Ils se sont dit: «Ah ouais, mais en fait, je voyais pas du tout la bonne chose, quoi», et c'est ça qui fait pour moi que, on va être dans les apprentissages. Dans cette phase, ils notent dans leur cahier. Oui, ils notent dans leur cahier. À la suite des problèmes qu'ils ont formulés, ils notent, ce petit paragraphe qu'ils appellent, hein, «Ce que je sais déjà ou pas». Oui,
bien sûr, certains se sont jamais posé de questions, ont jamais réfléchi. Et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant, cette question de la problématisation, parce que moi, j'aimerais tellement que mes élèves soient curieux et se posent des questions. Et si j'arrive à faire en sorte de voir cette petite lumière dans l'œil de l'élève qui se dit « Ah ouais, tiens d'ailleurs, comment il fait pour respirer le bébé ?» Paf, j'ai gagné. J'ai gagné parce que j'ai justement travaillé sur ce truc-là, dont je vous dis au départ, hein, qui anime chaque enfant. Moi, je suis persuadée que nos élèves sont un peu en collège blasés comme ça, aussi parce que certains ne se sont jamais posé de questions. Ou pas des. Vous voyez, pas ce genre de questions qui animent, qui portent. Et ils donnent pas de sens du coup à ce qu'ils font en classe, et eux, ça leur va très bien comme ça. Et quand ils ont cette vraie question, ce vrai problème qui arrive là, ils ont envie d'avoir la réponse, ils ont envie de chercher. Et plusieurs fois, là, je l'ai vu sur, c'est tout frais, c'est aussi pour ça que j'y pense, hein, parce que c'est un chapitre que je viens de terminer, mais sur la question des échanges placentaires et de la respiration du fœtus. Mais je voyais bien qu'ils se disaient, bah ouais, mais en fait, ça se passe comment? Il n'y a pas un tuyau qui découle. Et je le fais aussi en 5e, et ça, Dominique Bucheton, elle adore. Je suppose que vous le faites aussi, hein, mais il faudrait qu'on le fasse vraiment plus souvent. Je pense que c'est primordial de leur faire dessiner ce qu'ils pensent qui se passe dans notre corps. Donc là, sur la digestion, bah voilà, on a besoin d'énergie, ok, notre corps a besoin de sucre. Alors, il vient d'où? Bon, des aliments qu'on mange, d'accord. Et alors, ça se passe comment? Vas-y, je te donne un profil, et puis à toi de dessiner ce qui se passe à l'intérieur. C'était intéressant vraiment de voir, et surtout ce qui est intéressant, c'est à la fin du chapitre, quand on va repartir de ce travail-là, et qu'on va demander aux élèves de se corriger entre eux pour voir ce qui était bon et ce qui était erroné dans les représentations initiales. Et alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais apporter des éléments de Dominique Bucheton, parce que bon, c'est quand même une chance incroyable, exceptionnelle, hein, d'avoir été accompagnée, et moi j'ai beaucoup apprécié. Et puis en plus de se filmer, dès qu'elle analyse nos vidéos, enfin bon, voilà, moi je dois avoir 3 ou 4 heures de rush dans ma classe qu'elle a analysé. Enfin, je veux dire, c'est précieux. Il y a aussi donc le retour de mon inspectrice qui disait qu'elle elle regrette souvent quand elle est en visite d'inspection 2 choses. Première chose, en termes de problématisation, elle regrette qu'il y ait 2 situations. Donc, première situation, le prof arrive avec son problème et c'est lui qui l'apporte, il n'est pas du tout travaillé par les élèves. Donc, ça, c'est comme ça. Donc, je sais, hein, la longueur des programmes, tout ça, je sais. Mais franchement, on a à y gagner d'engager les élèves au début en passant du temps sur la problématisation. Enfin, moi, j'en suis convaincue. Et autre chose, autrefois, parfois, elle dit que, en fait, ce sont les élèves qui vont formuler le problème, puisqu'il y a une case, en fait, surtout en fonctionnement en plan de travail, hein. Il y a une case pour marquer le problème sur lequel on travaille. Mais en fait, elle se rend compte que les élèves n'y donnent pas du tout de sens. C'est-à-dire qu'ils recopient un problème, mais ils ne se le sont pas du tout appropriés. Et deuxième écueil qu'elle voit souvent, c'est en fait le problème qui est travaillé n'est pas du tout remobilisé en début de séance, en début de séquence, enfin en début de séance, en début d'activité. Donc les élèves ne savent pas du tout ce qu'ils cherchent, pourquoi ils cherchent, où ils en sont dans leur réflexion. Donc ça, c'est le point de vigilance aussi qu'elle apporte, de bien rappeler d'une séance à l'autre ou avant chaque activité où est-ce qu'on en est. Donc moi, c'est vrai que je leur fais relire à chaque fois quand on regarde les activités qu'on peut faire en autonomie dans la séance ou en classe entière. Ils regardent sur le plan de travail et on relit ensemble le problème écrit en haut en fait du bloc concerné par l'activité qu'on va faire. Ils relisent le problème qu'on a formulé. Mais je le retravaille aussi à l'oral avec les problèmes que eux avaient formulés au départ et comment moi je les ai transformés pour arriver à ceux qu'on lit qui sont sur le plan de travail. Et donc ça, c'est vraiment les choses qu'elle trouve dommage, hein, en fait, on perd du sens, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, dans un plan de travail, que ce soit une suite d'activités et que l'élève ne voit pas le lien entre les activités, quoi. Surtout s'il peut les faire dans le désordre. En fait, il ne faut pas qu'il perde le focus de « Ah oui, on cherchait ça. » Et c'est vrai que moi, l'avantage avec l'île déserte, là, c'est qu'à chaque fois, je vous rappelle, allez, vous vous rappelez dans le chapitre, là, on était dans notre histoire de grotte et de dinosaures, là. Vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on s'était demandé?
Et puis, ça revient tout de suite. Les élèves, tout de suite, se remémorent les problèmes qu'on se pose. Alors qu'avant, avant que je fonctionne comme ça, quand je redemandais aux élèves qu'est-ce qu'on a fait vous savez, qu'est-ce qu'on a fait à la séance précédente? Ah oui, on a travaillé sur la cellule. Ok, mais c'était quoi le problème qu'on se posait? Ils s'en souviennent pas en fait. Ils s'en souviennent pas du tout parce que c'est pas un problème qu'ils se sont appropriés, même si on l'avait formulé ensemble. Hein. C'était pas, vous voyez, c'était pas, on n'était pas c'était pas un de leurs problèmes à eux qui s'était posé. Ils ne s'étaient pas posé le problème. Le prof les a amenés à se poser ce problème, mais eux ne se l'étaient pas posé. Véritablement. Donc, ils s'en souviennent plus. Et ça, j'ai vraiment vu la plus-value. L'histoire de l'île déserte, elle est intéressante pour moi par rapport à ça. Pour moi, ça facilite la problématisation. D'ailleurs, c'est ce que j'expliquais dans le document que j'avais. Je pourrais vous le partager si vous voulez. Le document que j'avais envoyé à Dominique Bucheton qui contextualisait les vidéos que j'avais fait autour de la problématisation. Parce qu'en fait, je vais filmer là sur la grotte là et les dinosaures là. C'est ça que j'ai filmé pour Dominique Bucheton. Donc je filme à la fois la consigne que je donne aux élèves, je filme le temps où je circule et où les élèves sont en train de formuler les problèmes, je filme le moment où on met en commun les problèmes et les moments où on fait le rapprochement entre leurs problèmes et les problèmes du plan de travail. Donc voilà. Alors, est-ce que vous avez des retours? Est-ce que vous avez des situations qui marchent bien, qui engagent vos élèves? Est-ce que parmi ce que je vous ai dit, il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou que vous voudriez moduler, compléter ou est-ce qu'il y a des situations, des questions qui vous viennent par rapport à votre pratique de classe? Vous l'utilisez beaucoup, vous, la problématisation? Vous pensez que vous vous situez dans quel contexte de problématisation? Est-ce que vous faites une problématisation que les élèves arrivent bien à s'approprier ou pas? Est-ce que vous êtes content de comment vous fonctionnez ou est-ce que vous êtes venu chercher des éléments de réflexion? Dites-nous tout. Ah, génial comme question. J'en ai pas parlé, ça m'étonne de moi. Que faire des questions qu'ils se posent et qui sont hors programme? Eh bien moi, j'y réponds immédiatement. Alors, je donne pas tous les éléments de réponse. Mais quand je vois qu'il y a des questions qui sont vraiment en dehors de ce qu'on se pose, je lui dis ta question est super intéressante. Eh ben écoute, je te donne des éléments. Et, et à ce moment-là, je donne des pistes, des éléments de réponse pour qu'ils puissent commencer à construire quelque chose. Et tu vois, là, sur la question de la puberté, ben forcément, j'ai eu plein de questions qui n'étaient pas vraiment dans ce que je devais faire passer. Et je leur ai dit, ben, toutes les questions qui restent après le temps de travail avec l'infirmière, eh ben, on y répondra. Donc j'ai répondu à plein de questions, les jumeaux, qu'est-ce que j'ai eu je sais plus ce que j'ai eu comme question, mais j'en ai eu plein. J'en ai eu plein. C'est bizarre que je m'en souviens plus, mais c'est l'effet des vacances. Mais j'en ai eu plein et j'y ai répondu en quelques mots, mais j'ai essayé d'y répondre en essayant de faire un maximum le lien avec des choses qui pourraient être utiles pour la suite. Je ne suis pas contente de comment je fonctionne, surtout avec les classes où c'est toujours les 3-4 mêmes élèves qui lèvent la main. Ouais, et ben tu vois, là aussi, l'avantage de circuler au moment où ils formulent le problème là, pendant les 10 minutes, c'est que parfois, j'ai des élèves, quand je vais demander qui veut partager le problème qu'il a trouvé, ils vont pas lever la main. Mais moi, je sais qu'ils ont un problème intéressant. Donc, tu vois, je me fais une petite carte mentale dans ma classe de qui s'est posé quoi comme problème et je les interroge. C'est-à-dire, je dis, tiens, un tel, tu t'avais posé une question, un problème qui était intéressant. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, nous lire le problème que tu t'es posé? Alors, Émilie, je me rends compte de plus en plus que les élèves perdent le problème au cours de l'activité. Je dois sortir du cadre trop classique et leur donner plus d'autonomie, mais un peu peur car en REP+, avec peu de on sait déjà. Bah oui, on a peu de on sait déjà. Mais franchement, euh, euh, alors, ce qui marche bien avec les élèves comme ça, qui sont un peu décrocheurs ou vont avoir moins de connaissances académiques, on va dire, c'est d'essayer de faire de liens avec leur quotidien. C'est-à-dire qu'il faut que ta situation problème, elle traite un élément du quotidien, parce que là, ils vont avoir des choses à raconter.
Ce tissage-là avec, le quotidien, la préoccupation, ça va vraiment t'aider, Émilie, je pense. Et puis il faut pas hésiter à le rappeler, hein, tant pis, hein, à rappeler le problème qu'on se pose. Lisa, pour la phase de situation problème, j'utilise encore beaucoup les travaux de Devechi pour que la situation que j'introduis bouscule leurs idées préconçues. Ouais, bah c'est bien de bousculer leurs idées préconçues, c'est pas mal. C'est pas mal de fonctionner comme ça. Euh, pour moi, c'est en deux temps. C'est-à-dire que comme tu dis, c'est la situation de problème. C'est pas que la problématisation. Voilà, mais tu l'avais écrit ainsi. Claire, oui, j'essaye aussi de les interroger, mais ça reste parfois difficile de prendre la parole devant la classe. C'est pour ça que de leur dire, je sais que tu as un problème qui était intéressant pour la classe, c'est super intéressant. Parce que l'élève, il se sent valorisé et parfois, c'est des élèves qui se font remarquer, mais pas toujours pour justement leur rapport à la classe. Et de dire, tiens, ce que tu as écrit là, c'est intéressant pour tout le groupe et on va se servir de ton problème. Et ben, je peux te dire qu'une fois que l'élève il a répondu une fois ou deux, vous voyez, il prend 10 cm de confiance. Et puis les autres, ils entendent aussi en disant ah ouais, en fait, la prof, elle lui a donné la parole parce que il avait trouvé un truc intéressant. Et en fait, ça crée un climat de classe où on se dit que tout le monde potentiellement apporte au groupe. Et ça, c'est hyper important. Claire, j'essaye de les faire problématiser pour certains chapitres, mais je n'y arrive pas toujours. Et oui, et oui. Et alors ça, c'est les questions qui sont restées sans réponse auprès de Dominique Bucheton. Je lui ai dit, bon Dominique, est-ce que il y a des conseils, des astuces pour justement choisir ce document d'appel qui va permettre de poser des questions. Alors, dans tissage et étayage, elle dit justement de faire du lien avec le quotidien. C'est pour ça qu'Émilie, je pense que c'est vraiment une voie à explorer, que moi je fais moins, parce que du coup j'ai mon histoire d'île déserte, mais que je fais plus avec mes élèves de 5e. Et ça marche bien d'utiliser du quotidien. Après, franchement, on n'est pas obligé. Enfin, pour moi, l'idéal, c'est de problématiser toutes les parties du chapitre de la séquence. Mais au moins, si on peut essayer de se dire que sur les, on va dire, 3 ou 4 problèmes qu'on va se poser dans la séquence, si au moins on peut essayer d'avoir la moitié de ces problèmes-là qui sont vraiment où les élèves s'en emparent vraiment, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Faire du lien avec le quotidien pour la géologie, c'est dur. Eh ben, écoute, tu vois, par exemple, bon, après, moi, je suis dans un endroit où il y a des petits séismes. Mais là, moi, c'est hyper facile de le. En plus, je suis sur la côte, donc il y a la question des tempêtes. Il y a des séismes réguliers ici, donc moi je prends des articles de presse qui racontent et on voit les déclarations des habitants. J'ai eu peur, je suis tout de suite, sortie voir ce qui se passait. J'ai entendu un grand bruit. En région parisienne, c'est la cata. Alors après, on peut prendre un exemple français, c'est-à-dire que le quotidien, c'est aussi, c'est aussi le pays, quoi. Je veux dire. Ou alors, bon, après, sur la question des séismes, moi, je sais que j'essaie de ne pas utiliser des événements euh, qui pourraient être dramatiques, quoi. Donc, mais ça peut être aussi dans l'actualité, dans ce dont on peut parler à la maison. Bon, après, pour les séismes, j'évite parce que moi, j'ai des élèves qui ont perdu des gens de leur famille aussi dans les derniers séismes. Mais voilà, ça peut être quelque chose dont on a parlé dans les actualités, quoi. Faire un lien avec un film, avec des musiques, enfin, en fait, quelque chose qui leur parle et à partir duquel vous allez pouvoir tisser, quoi. Alors, j'adore cette idée des Robinson, même si j'ai fait le thème des explorateurs en 4e cette année, mais comment intégrer la reproduction humaine chez les Robinson? Eh bien, écoute, moi, je suis partie sur la puberté en disant que leurs habits étaient devenus trop petits et que il allait falloir trouver une solution parce qu'en plus, ils ne se sentaient pas très à l'aise de se balader tout nus sur leur île. Pourtant, ils avaient très peu de probabilité de rencontrer quelqu'un, mais que la nudité aussi pouvait être quelque chose qui les mettait mal à l'aise. Et que voilà, et donc ils s'interrogent sur qu'est-ce qui leur arrive là, comment ça se fait qu'ils ont grandi comme ça d'un coup. C'est comme ça qu'on l'amène. Et puis ensuite, on parle puberté et donc à capacité à se reproduire. Et du coup, ça s'enchaîne facilement sur la reproduction humaine.
Bah, en fait, je peux vous dire que quand il y a eu le changement de programme là, vous voyez, j'avais des sueurs froides là. Je me suis dit: «Oh là là, j'espère que les nouveaux ajouts vont me permettre de garder ma programmation sur l'île déserte». En plus, la reproduction humaine, nous, je le traitais pas du tout dans mon histoire de Robinson, puisque avant, c'était quelque chose qui était traité en parallèle des cours de sciences, puisqu'on avait on a un gros travail autour d'une exposition qui s'appelle Sans gènes, sans SANG, gènes, et avec des interventions avec l'infirmière. Donc, en fait, moi, je m'en occupais pas dans mes cours de sciences. Parfois, on réquisitionnait mes heures de sciences pour faire ce truc-là, mais en fait, c'était un travail qu'on faisait en parallèle, aussi avec notre assistant de prévention et de sécurité. Donc, c'était pas du tout dans ma programmation prof de sciences. Mais là, avec le changement, comme c'est quand même, en plus, les PE s'occupaient de la partie, enfin, les PE faisaient une partie sur la reproduction. C'est-à-dire que quand on s'est fait le découpage, on s'était mis d'accord que eux, ils se disaient, bah, nous, on peut facilement traiter cette partie. Ils étaient moins à l'aise sur d'autres sujets. Donc, ils avaient choisi celle-là. Donc, quand il y a eu la réforme et que du coup, on a affecté à la 6e les notions, je me suis dit, ah, tout mon découpage avec mes PE, il est à plat. Et donc, je me suis dit, je vais me récupérer toute la partie sur la reproduction humaine et en plus, elle est renforcée cette année. Et donc, je me suis dit, ah, comment je vais le raccrocher? Donc, j'ai eu cette idée-là. Je parle aussi du fait que, je ne sais plus comment je l'ai formulé, hein, mais je pourrais ouvrir le document, mais du fait que leur transpiration, en fait, elle sent plus fort. Ils ont du mal, ils n'ont pas de savon, ils ne peuvent pas se laver et ils ont l'impression que leurs habits sentent pas très bon, sentent fort la transpiration. Donc, ça me permettait aussi d'évoquer ces questions-là et d'aller sur ces sujets un peu aussi de l'hygiène. Et l'autre grosse modification, c'était la partie sur le réchauffement climatique. Et donc, c'est là que j'ai eu envie de faire la question de la montée des eaux sur l'île. Je l'ai pris par cet angle-là. Et d'ailleurs, c'est le chapitre que vous pourrez retrouver en visio où j'ai construit le chapitre comme ça avec des collègues qui étaient en visio et où j'explique comment j'ai arrivé à construire un chapitre en plan de travail. Parce que j'avais eu beaucoup de questions de collègues. Oui, mais comment on fait pour construire, pour qu'ils puissent choisir l'ordre? Et donc, voilà, ça s'appelle Dans le cerveau de Sego et c'est 3 heures dans mon cerveau où je parle à voix haute. C'est un peu de l'enseignement explicite façon construction de plan de travail. Tu évalues des compétences pendant cette séance de problématisation? Alors oui, en 6e, seulement en 6e. Au premier trimestre, il y a la compétence formuler un problème. Et donc, je l'évalue à ce moment-là. Mais on garde toujours cette phase-là, même un peu plus loin. Sur les plans de travail, c'est représenté par le picto en forme de point d'interrogation. Que tu verras sur les premiers plans de travail de 6e. Et du coup, c'est pour ça que j'insiste beaucoup en disant que formuler un problème, ça n'est pas poser une question. C'est vraiment. Donc, c'est pour ça que je vais modifier mon support en transformant se poser des questions avec formuler des problèmes. Claire, j'essaie de prendre les événements médiatisés, mais c'est pas facile. Alors, médiatiser, oui, mais il faut que ça parle à tes élèves. Parce que moi, j'ai des élèves qui suivent pas du tout les informations, donc il faut que ce soit un sujet, pas seulement un sujet médiatisé, un sujet dont les élèves parlent. C'est pas forcément la même chose. Faut chercher les tendances TikTok, quoi. Non, mais moi, j'ai TikTok, mais pas pour chercher ça. C'était sous forme de la blague. Mais en même temps, je pense qu'il y a vraiment un décalage pour certains élèves entre les informations et ce que eux, enfin voilà. Il faut aller voir Cyril Hanouna, quoi. C'est une autre possibilité, hein, si tu veux. Peut-être tu ne regardes pas non plus Cyril Hanouna. C'est vrai qu'il peut y avoir confusion entre problème, problématique, question dans notre matière et même avec les autres matières. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que la question des outils langagés, je vais encore refaire un petit coucou à Dominique Bucheton, la question des outils langagés, c'est hyper important puisque mettre du sens derrière ces mots-là qu'on utilise et que les élèves aient un bagage, ils soient outillés en termes de vocabulaire, de ce qu'on veut dire derrière ces mots-là, c'est hyper important. Et je spoile pas, hein, mais je vous avais promis un webinaire sur faire dire et écrire les élèves. Et on va le mener avec la team Ludens et on a plein de petits outils comme ça pour vous aider à faire dire et écrire. Et en exclu, il y
il y aura le travail que je suis en train de faire justement avec Dominique Bucheton autour des outils langagiers et un petit rituel autour de dire et écrire et de construire ces outils langagiers par discipline, ce qu'elle nous a invité à faire lors de notre dernière journée de formation. Mais Cyril, je pense que ça peut être intéressant de discuter aussi avec les collègues d'histoire, par exemple, de ton établissement, pour voir ce que vous mettez derrière, ou de mathématiques, pour voir ce que vous mettez derrière. Et c'est aussi des choses qu'il faut expliciter aux élèves, ça. Que le vocabulaire que tu vas employer dans ta matière ne veut peut-être pas dire exactement la même chose que dans une autre matière. Et c'est pour ça que je suis surprise moi-même d'avoir écrit tout à l'heure, poser des questions, parce qu'en fait, c'est vraiment... moi, je prends beaucoup de temps pour expliquer à mes sixièmes qu'est-ce que c'est que formuler un problème. Oui, parce qu'en histoire, ils utilisent le mot problématique. Mais c'est un peu la même chose. Hein. Formuler un problème et établir une problématique, ça se ressemble. Et je pense qu'il faut il faut faire des ponts entre les deux. Ce serait quand cette vidéo sur dire et écrire? Ça serait quand cette vidéo? Attendez, je regarde, j'ai plus la date en tête. C'est au mois de mai, au milieu du mois de mai, fin mai. Attendez. Le 18 mai. Le 18 mai. Et donc transdisciplinaire, parce que je serai accompagnée de Charlie Rollo, qui serait prof de langue, prof d'anglais. Et il y aura des outils aussi qu'on peut utiliser dans plein de matières. Mais là, le visuel pour s'inscrire pour participer à la visio devrait sortir. C'est dans ma to-do list. Incessamment sous peu. Est-ce que ça vous a apporté des éléments de réflexion? Est-ce que vous êtes content d'avoir participé à cette visio? Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que ça va changer vos façons de faire? Et si oui, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de tester? Vers où vous avez envie d'aller là maintenant? C'est vrai que suivre en visio un temps d'échange comme ça, bon, c'est intéressant, mais c'est surtout intéressant si on en fait quelque chose derrière, quoi. Ok, les filles, ok, Cyril. Claire, ça t'a donné envie de te lancer un plan de travail? Ok. Plus régulièrement pour Mathilde. Ok, Émilie, ça t'a donné des pistes. Bah écoute, super. Ouais. Bon, bah, je pense qu'on est on est dans la même. Enfin, dans cette prise de conscience, quoi. Que c'est quelque chose d'important. Et en plus, enfin, franchement, vous allez y passer du temps, mais vous allez le gagner derrière pour l'engagement de vos élèves. C'est un peu comme le quart d'heure de lecture. Nous, ça fait très longtemps qu'on a mis en place le quart d'heure de lecture dans mon établissement. Et enfin, très longtemps. Ça fait 7-8 ans, un truc comme ça. 7 ans, 6 ans. Et enfin, avant que ce soit obligatoire. Et en fait, au départ, les collègues disaient oui, mais moi, je perds un quart d'heure sur mon cours, c'est toujours la même classe que j'ai à cette heure-là, je les vois 2 ou 3 heures par semaine, ça fait un quart d'heure en moins. Et en fait, au final, on se rend compte qu'avec les classes qui ont le quart d'heure de lecture et ceux qui ne l'ont pas, on avance à la même vitesse. Parce qu'en fait, on prend 15 minutes où ils se posent, ils sont calmes, et après, ils travaillent de façon plus engagée. Et bien là, la problématisation, c'est pareil. C'est-à-dire, ça va vous éviter des élèves qui vont volontairement perdre du temps, qui n'ont pas envie de se mettre en route. Alors, c'est pas miraculeux, hein. Si c'était miraculeux, ça se saurait. Mais franchement, ça a un effet positif sur l'engagement des élèves. J'ai envie d'insister sur l'étape, ce qu'on sait déjà ou pas. Ouais, grave. Moi, c'est le changement que j'ai fait l'année dernière, et je suis vraiment contente d'avoir intégré ce petit temps-là où les élèves disent tout ce qu'ils savent déjà. Moi, ça me permet de vraiment
voir où ils en sont. Et puis, tu vois, des fois, je me fais des petites notes sur un coin de, j'allais dire sur un coin de feuille, mais non, c'est pas vrai, dans mon téléphone, sur une petite note numérique, puisque c'est comme ça que je fonctionne, pour me dire, bah tiens, les 6B, par exemple, oh là là, ils ont eu une super idée, il y a un tel élève. Par exemple, là, sur les reconstitutions, reconstitution des paléo-environnements. Moi, je suis prof à côté, enfin, ma commune, Trignac, est membre du parc naturel régional de Brière. Il y a 5 ans de ça, quand je disais aux élèves, ah, la Brière, vous voyez ce que c'est, tous mes élèves connaissaient la Brière, ils savaient ce que c'était. L'année dernière, à cause de la météo, on a été obligé d'annuler notre rallye Brière qu'on fait avec les CM1, CM2 des écoles de secteur. Et du coup, mes élèves ne savaient pas à quoi ressemblait la Brière. J'en avais plein qui ne savaient pas. Des fois, dans une classe, quand je projetais l'image d'un chaland, qui est la barque typique traditionnelle de Brière, aucun savait le nom de cette barque, les toits de chaume, ils ne connaissaient pas, ils n'avaient même pas l'idée que la Brière, c'était un marais, enfin, ils ne savaient rien du tout. Sauf dans une classe où là, j'avais un petit Briéron. Lui, il connaissait tout, il allait à la pêche et à la chasse avec son grand-père, et donc il a une montagne de connaissances. Et ben, j'ai tout noté en disant, tiens, un tel dans telle classe. Et systématiquement, je faisais référence en disant, tiens, tu peux bien nous raconter, vous rappeler ce qu'il avait dit, il avait parlé des migrations des oiseaux qui viennent en Brière. Et en fait, ça m'a fait tout mon chapitre. Impeccable. À l'inverse, parfois, dans une classe, je vois qu'il y a des élèves qui m'emmènent dans des pistes. Je me dis, c'est pas possible qu'ils aient ça comme idée, quoi. Enfin, c'est fou quand même. Des fois, je tombe des nuits en me disant, oh là là, mais en fait, ils sont carrément à côté de la plaque. Donc là, je me dis, tu vois, je me mets un gros voyant avec cette classe, rouge, rouge, rouge. Reprenons la discussion parce que là, c'est vraiment pas compris, quoi. Je vais prendre plus de temps sur la première session, mais il faut que je trouve des thématiques sur l'année comme fil rouge. Bon, pas obligé, hein. Claire, moi, j'aime bien fonctionner avec des simulations globales, comme ça, des projets sur l'année, mais c'est pas du tout obligatoire, hein. Ça, c'est parce que moi, j'aime bien jouer, c'est mon côté un peu, ouais, c'est le côté ludique qui me plaît là-dedans. Mais on n'est pas obligé de faire ça. On peut faire des plans de travail sans fil rouge à l'année, parce que ça rajoute une contrainte, hein, d'avoir un fil rouge. Tu donnes ton plan de travail à coller. Et oui, effectivement, je donne le plan de travail à coller juste après cette phase de problématisation. Et du coup, on l'ouvre, on relit les problèmes tels que moi je les ai formulés, et on regarde quelles sont les activités qui seront à faire en autonomie et celles qui seront à faire tous ensemble sans être en autonomie. Essayez de vraiment revenir sur ce qu'ils ont construit durant ce chapitre. Avant, j'avais toujours envie de le faire, mais en fin de chapitre, je faisais plus puisque je voyais que j'avais pris beaucoup de retard sur le programme. Alors moi, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le truc que m'a apporté les plans de travail que je ne soupçonnais pas. C'est que comme j'ai découpé en un nombre de séances pour chaque chapitre, je ne suis jamais en retard sur l'année, en fait. Enfin, ce qui peut me mettre en retard, ça va être, il y a des formations, j'ai des séances qui sautent parce qu'il y a le cross du collège, parce qu'il y a l'exposition ceci, il y a le truc. Mais en fait, si j'ai dit, bah, je sais pas, mon chapitre sur l'énergie, c'est 6 séances, et ben c'est 6 séances, et c'est tout. À la fin des 6 séances, on rédige ce qui servira de leçon, et c'est terminé, basta, on passe à un autre chapitre. Et sachant que je garde toute ma dernière séance justement pour faire le point sur ce qui a été retenu. Donc j'ai plus ce problème-là. Et c'était quelque chose que j'avais beaucoup avant. Le fait j'avais l'impression qu'on courait toujours derrière le temps. Je me disais, c'est pas possible, il me reste tout ça à faire. Et à chaque fois, je rajoutais des heures en disant, bah non, il faut quand même que je parle de ça, que je parle de ça. J'ai du mal avec le problème de troisième pour trouver le fil rouge. J'ai pas de troisième. Mais bon, moi, si j'ai un troisième, ça va être un grand jeu sur l'année. En fait, je devais avoir des troisièmes cette année. Et puis, finalement, avec le changement de programme en sixième, et puis le fait que j'ai d'autres missions, j'ai des missions particulières et que normalement je partage avec une collègue, mais elle a pris un congé parental, donc ça me faisait encore une année où j'étais toute seule sur les missions académiques, et donc j'avais vu avec mon chef pour dire bon bah ça sera l'année suivante, surtout que je reprenais à 100% cette année. Donc, voilà, je sais déjà ce que je ferai, mais ça nécessiterait au moins une visio d'une heure pour l'expliquer. Tu triches pas si tu vois qu'au bout de ton plan de travail, ils sont en retard, tu rajoutes pas de séance. Ça m'est arrivé, mais c'est assez rare. Ça m'arrive quand c'est un plan de travail que je fais vraiment pour la première fois, où j'ai aucune idée de l'avancement. Mais non, sinon, tant pis. En fait, il y a une partie qui va être plus descendante dans ce chapitre-là, tant pis, c'est pas grave.
Mais en plus, on s'enrichira des parties que certains auront fait et pas les autres. Petit hors sujet, mais entre la première et la 6e séance, les élèves n'ont pas de leçons dans leur cahier du coup. Non, ils ont que des écrits intermédiaires. Ils n'ont pas de leçons. Alors j'avais mis la fiche mémo là, mais en fait, j'arrive pas à la regarder au fur et à mesure. Ils la complètent pas forcément au fur et à mesure. En fait, ne le faisaient que mes élèves qui n'ont pas de difficultés. Donc maintenant, je leur donne la fiche mémo à la fin du chapitre et je la donne déjà remplie. Et comme ça leur sert d'outil de révision, mais c'est pas eux qui la construisent. Donc ce qu'ils ont, c'est simplement les écrits intermédiaires au fil des activités où ils expliquent ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont retenu, ou ils ont répondu à des questions. Et par contre, on fait les questions clickers pour essayer de remobiliser au fur et à mesure du chapitre. Donc le petit rituel, c'est en début d'heure. Hein, clickers permet de poser des questions sur le chapitre, 5 questions des essentiels du chapitre. Qu'ils ont déjà vu ou pas. Donc s'ils l'ont déjà vu, ça renforce. S'ils l'ont pas encore vu, ça permet de focaliser l'attention en disant ah ça va être un truc important. La prof elle l'a mis dans les questions clickers, ça veut dire qu'il faudra que je le connaisse à la fin du chapitre. Donc quand ils ont une activité sur ce thème-là, ils disent ah oui ça je me rappelle c'était la question clickers. Ah oui c'est vrai donc je comprends pourquoi c'était ça la bonne réponse. Qu'est-ce qui était en train... Ah c'est Élise qui est en train d'écrire. De toute façon on va pas tarder à terminer. Aucun de vous n'était venu avec un exemple de situation problème qui trouvait intéressante? Après, si vous voulez avoir d'autres exemples, du coup, vous pouvez regarder hein, sur les séquences que j'ai déjà partagées sur mon blog. À chaque fois, c'est la première activité du plan de travail. Hein, là où il y a le titre du chapitre en dessous, il y a un numéro d'activité. C'est LC quelque chose avec mes 5e pour le lancement du chapitre. Et puis avec mes 6e, c'est un numéro d'activité. Ça vous donnera d'autres pistes. J'écris maintenant mes parties de chapitre sous forme de questions et même parfois le titre du chapitre. Ah oui, moi aussi. Ça, c'était un truc que j'avais fait. Ça fait un moment hein, que je l'avais fait, parce que c'était avant la réforme de 2016. Je m'étais dit, attends, on écrit le problème et après on écrit grand 1 et on remet un titre qui veut dire la même chose que le problème, mais sous forme affirmatif. Bon, en fait, j'enlève et le grand 1, c'est mon problème de cette partie. Je faisais ça aussi avant. Surtout que mes élèves écrivent doucement, alors à chaque fois, j'ai l'impression qu'on perdait notre temps, quoi. Par contre, je faisais pas le titre du chapitre, c'est intéressant. Ouais, je trouve ça hyper intéressant que le titre du chapitre soit un problème. Par contre, du coup, ça veut dire que on va pas pouvoir écrire le titre du chapitre tant qu'on n'a pas problématisé ensemble. C'est un peu ce qui m'est arrivé pour le chapitre sur la puberté. En fait, je voulais que ce soit eux qui expliquent le fait qu'ils aient grandi, qu'ils aient une odeur corporelle un peu plus forte et tout ça. Je voulais que ça vienne d'eux, en fait, qu'ils étaient dans la phase de la puberté, etc. Donc, j'ai pas fait écrire le titre du chapitre avant. Et donc, je leur ai fait juste noter le numéro. Et puis après, c'était bien marqué en gros, ne pas écrire, pour me dire, ah, surtout, faut pas que je leur fasse écrire le titre du chapitre. Quand je fais les divisions des cellules, je montre une vidéo de blastocyste en division. Oui, pareil, je viens de mettre... Ah bah oui, c'est... Je viens de mettre ça aussi. J'ai stoppé les parties stru du chapitre en les remplaçant par les questions. Bah oui. Bah oui, c'est tout à fait. C'est plus clair, c'est plus efficace. Moi, je vois je vais dire aucune contre-indication. J'ai vu aucun inconvénient au fait de remplacer mes titres par ça. Par contre, j'avais pas pensé pour le titre du chapitre, c'est intéressant. Et alors, du coup, Claire, quand tu mets ta vidéo, comment tu l'amènes après? Tu les laisses. Explique-nous. Je check mes mails en même temps parce que ça y est, j'ai plein de messages. Dont une tribune de Dominique Bucheton sur les programmes de français.
Oui, je suis fan. Je je suis fan du fait qu'elle n'ait pas la langue dans sa poche, en plus d'être, hyper, comment dire? Heu, heu, experte dans son domaine, mais en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'elle arrive à partir de nos pratiques, le fait de partir des vidéos qu'on a fait en classe, je trouve ça vraiment super. Elle est dans l'analyse de pratique, enfin j'adore. J'étais trop formatée par mes profs et mon parcours, j'ai mis du temps à faire le pas. Ah oui, le syndrome du bon élève en plus qui veut pas sortir de ce qu'on lui a appris. J'ai connu. Avant, je leur ai demandé s'ils pensaient qu'il y avait un phénomène qui existe ou pas. Ensuite, je leur demande ce qu'il peut se passer au niveau des chromosomes. Mais tu vois, là, c'est toi qui formule les problèmes. C'est toi qui leur demandes qu'est-ce qui peut se passer au niveau des chromosomes. Donc, en fait, il faudrait que, euh, tu vois, en fait, il faut les mettre dans une situation où ils se disent, bah ouais, merde, comment c'est possible? Alors que là, tu leur dis, je sais pas comment t'expliquer. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un moment où il y ait cette situation problème dans ta problématisation. C'est-à-dire ce truc qui fait que, bah, en fait, on n'a pas de réponse comme ça immédiate. Tu vois, sur l'histoire du feu avec les bâtons, là, en fait, mes élèves, ils ont du mal à expliquer ce qui se passe. Hein. Ils comprennent pas vraiment comment c'est, enfin, qu'est-ce qui se passe en termes de fonctionnement. Alors, ils savent, il faut tourner, mais expliquer comment ça se passe, bah, ils sont incapables de l'expliquer. Je sais plus comment je faisais quand j'avais, parce que j'ai eu des troisièmes longtemps. Je sais plus comment je faisais pour. Euh, je sais plus du tout comment je faisais. J'ai pas sur ma clé mes cours de troisième, ils sont sur un disque dur externe, parce que comme j'ai pas du tout de troisième depuis des années, ma nouvelle clé USB. En cinquième, je suis partie sur les JO de Paris et on décortique en problème sur l'effort physique, le dopage, les besoins des muscles, et ils adhèrent à fond. Cool. Ouais, ça c'est pas mal. De voir que il y a le même nombre de chromosomes, et du coup, comment c'est possible que quand les cellules se divisent. Je sais plus du tout comment je faisais. Je n'en ai pas la moindre idée. Ok, tu fais ça avant le titre. Ouais, bah c'est impeccable. Hein. Ah, super Lisa, ça j'aime. Pour la reproduction sexuelle en cinquième, j'utilise l'exemple classique. Un élève dit que pour se reproduire, il faut s'accoupler, mais comment font les oursins avec leur piquant pour se reproduire? Ouais, et puis en plus, moi j'aime bien quand il y a un petit côté drôle, funny, c'est bien, c'est sympa. Bon, après, moi je le fais pas de cette façon. Que là, c'est pareil, en cinquième, mon chapitre sur la reproduction, c'est un chapitre qui est un peu. C'est en toute fin d'année, et en fonction du temps qui nous reste, on a mis le paquet, nous, sur le AS. Pardon. Oh, moi, j'utilise
des documents, parfois même ils voient pas trop où je veux en venir. Mais justement, en fait, c'est à force de se dire tiens, mais oui, mais ça, mais hop, et de fil en aiguille, en fait, ils comprennent où je les emmène, quoi. Mais ouais, bah, la question du temps, hein, pour s'approprier. La question du temps pour, enfin la quantité par rapport au temps qu'on a et des programmes, c'est vraiment une vraie question. Une vraie question. C'est-à-dire comment on peut faire les choses bien avec le temps qu'on a. Et moi, je j'ai pas vraiment de réponse. Je préfère pas tout faire et faire bien, avec en étant raisonnable quand même. C'est-à-dire, faut quand même qu'ils aient vu une grande partie des choses, mais j'ai quelques impasses, justement parce que sinon, en fait, on fait que de courir, quoi. Avec ce qui arrive, le programme de 6e va de nouveau changer ou ce sera juste le cycle 4? Je n'en ai pas la moindre idée. Pour la notion de gène entre eux, j'utilise le cas d'une grossesse où, après analyse des cellules du fœtus, cariotype avec sexué XX et échographie montre un pénis. Comment est-ce possible? Ouais. Alors le comment est-ce possible, il est déjà un peu en trop, mais selon moi. Et vraiment, il faut que ce soit l'élève qui dit mais attends, mais XX, on sait que c'est fille et qu'en fait, il faut qu'ils aient ce truc-là de se dire mais je comprends pas. Il y a un, il y a un... Non, je vais pas le dire, c'est pas très poli. J'utilise le cas de la grossesse pour faire le cariotype. Ouais, bah X et pénis, ils ont du mal, ouais. J'ai un souvenir d'un chargé de mission qui me disait que le pourquoi n'était pas bien vu en SVT. Bah oui, parce que il faut faire attention au côté finaliste. Mais c'est pas c'est le pourquoi quand tu es en termes d'évolution. Pourquoi ils ont des ailes, pourquoi ils ont des nageoires. Mais si c'est sur d'autres thèmes, ça me pose pas de problème. Enfin, je suis pas, je suis pas didacticienne de sciences, je ne suis pas professeur des universités, je ne suis rien de tout ça. Mais pour moi, le pourquoi n'est pas gênant. Par contre, il faut faire attention effectivement notamment sur les chapitres où on parle d'évolution. Parce que là, ça peut être dangereux. Enfin, dangereux. Ça peut prêter à confusion et renforcer des fausses représentations. Bon, bah écoutez, c'était un plaisir d'échanger avec vous. J'espère que ça vous aura été utile. Je vais mettre à disposition l'enregistrement de la session, puisqu'il y a pas mal de collègues qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas disponibles et qu'ils auraient aimé voir le replay. Donc j'espère que ça leur sera utile à eux aussi. C'est jamais évident en fait de savoir, de retransmettre, parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup cheminé sur cette question-là avec Dominique Bucheton. C'est jamais facile de savoir est-ce que ça vous apporte quelque chose ou pas. Donc écoutez, si vous êtes content, ben, c'est le principal. Enfin, il me reste encore une semaine, moi. C'est la fin. Alors, que je fasse pas de bêtises. Hop. Bon, et ben je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.